Alors salut à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais parler de la représentation des femmes dans la société et j'aimerais bien faire une vidéo à part sur la représentation des femmes dans le langage parce que sinon ça va prendre trop de temps dans cette vidéo, donc il vaut mieux la faire à part. Je pense que la première chose qu'il faut dire d'abord, qui est quand même assez révélatrice, c'est que les femmes représentent 50% voire un petit peu plus de la population. Et pourtant, leur représentation n'est pas du tout à la hauteur de leur part démographique. Là, si je prends les chiffres de l'INSEE pour la population au 1er janvier 2018, on voit qu'on a 32 533 153 hommes et 34 653 485 femmes. Donc, on est à plus de 50% de la population qui est composée par des femmes. Si on prend les chiffres de la parité dans tous les domaines de la société, on voit que leur représentation ne correspond pas du tout à leur part démographique. Là, j'ai pris des chiffres dans des domaines divers. Par exemple, au Sénat, il y a 29% des sénateurs qui sont des femmes. À la télé et à la radio, quand un expert intervient pour parler d'un sujet, dans seulement 30%, c'est une femme. Dans les manuels scolaires de seconde, seulement 6% des personnalités qui sont citées sont des femmes. Tandis que 5% des auteurs étudiés sont des femmes, 16% des personnes les plus médiatisées sont des femmes, 97% des PDG de grandes entreprises sont des hommes, et pour terminer, seulement 8 femmes sont rentrées à l'Académie française depuis sa création, à savoir 1635, puisqu'il y avait une volonté active de ne pas les inclure dans l'Académie française. Donc là, je vous ai fait un panorama où vous voyez que dans des domaines divers de la vie quotidienne, les femmes sont complètement sous-représentées. Et donc finalement, c'est assez aberrant, c'est-à-dire qu'on a 50% de la population qui laisse l'autre moitié parler à sa place, en fait. Tout simplement. Ça veut dire que, alors que les hommes sont moins nombreux, c'est eux qui parlent le plus dans tous les sujets. Et donc, déjà, quand on fait cet état des lieux, quand on fait ce constat, on se rend compte que c'est complètement aberrant, qu'on laisse ça perdurer aujourd'hui et qu'on nous dit que la représentation ça sert à rien, que c'est pas la peine d'avoir des femmes dans les films, des femmes en politique, des femmes expertes et que ça n'est pas intéressant. Donc là ça prouve que c'est pas du tout vrai. Ensuite, ce qu'on nous dit souvent c'est que ça ne sert à rien de forcer les choses, ça sert à rien de faire des quotas, de faire de la discrimination positive. Ça sert à rien d'obliger à ce qu'il y ait des femmes dans certains domaines, parce que ça doit se faire naturellement. Donc, on part du principe que, gentiment, peut-être, si on est gentil, au bout de 50 ans, 100 ans, 150 ans, il y a des hommes qui, gentiment, vont céder leur place pour que des femmes puissent parler, puissent s'exprimer. Et en fait, cette idée, évidemment, elle est complètement absurde. Parce que, en fait, avec la représentation, avec la parole, eh bien, tout simplement, on a du pouvoir. Et je ne vois pas comment, par bonté d'âme, des gens qui possèdent le pouvoir depuis des décennies vont gentiment le laisser à d'autres personnes. Et le pire, c'est que c'est pas seulement un jeu de pouvoir équitable, c'est que, en fait, si un homme perd face à une femme, dans une élection politique, dans un concours littéraire, de BD, de musique, plus sûrement dans les domaines intellectuels, ça va être vu comme une double humiliation. Non seulement un homme aura perdu, et en plus, il aura perdu face à une femme. Donc ça veut dire que déjà, de base, dans le débat, on considère, inconsciemment, consciemment ou pas, que quand une femme et un homme sont en concurrence, finalement, ils ne sont pas à égalité. C'est-à-dire que si la femme gagne, si elle obtient le pouvoir, eh ben, ça aura moins de valeur que si un homme a le pouvoir. Et ça s'illustre dans la vie quotidienne. Par exemple, dans un couple, si une femme est mieux payée qu'un homme, la société, l'homme lui-même, va vivre ça comme une humiliation. Parce que une femme qui est dans une position plus élevée qu'un homme, là où d'habitude c'est l'homme qui domine, et ben ça, c'est une catastrophe. C'est impensable.
c'est pas possible qu'une femme ose avoir un niveau de vie plus confortable qu'un homme parce que c'est pas elle qui doit ramener l'argent. Je ne sais pas pourquoi les gens pensent ça, en fait, je ne sais pas quelle est l'explication. Donc, ça ne paraît pas normal finalement qu'une femme gagne et du pouvoir, soit plus intelligente, soit plus charismatique, soit plus forte qu'un homme, ça paraît pas normal et ça atteint la virilité des hommes. C'est-à-dire, comment est-ce qu'une femme peut oser se mettre en concurrence par rapport aux hommes et oser être la meilleure. Donc, clairement, l'idée de céder du terrain au bout de plusieurs décennies, de façon naturelle, c'est une aberration pour moi. Je pense que la représentation, ça ne marche que s'il y a une lutte active. On ne peut pas espérer être représenté si on est dans un état d'esprit passif, si on attend qu'on nous donne les choses. J'ai remarqué que souvent il y a une sorte de nostalgie par rapport aux premières vagues de féminisme, où les gens, en réaction au féminisme d'aujourd'hui, disent « Ah mais à l'époque, au début du XXe siècle, les suffragettes, les femmes qui se battaient pour le droit de vote, etc., elles, au moins, elles avaient un combat légitime, c'était fondamental qu'elles aient le droit de voter, etc. » Comme si les femmes n'avaient pas du tout agi pour que ça se produise. Comme si les hommes s'étaient dit « Ah tiens, on est au XXe siècle, fini la barbarie, soyons civilisés, donnons le vote aux femmes. » Comme s'ils s'étaient réveillés un matin en se disant « Bon, on était un petit peu bêtes de ne pas leur donner le droit de vote, donc finalement on va le faire. » Mais non, c'est faux en fait. Si les femmes ont eu le droit de vote, c'est parce qu'elles ont combattu pour l'avoir, parce qu'elles ont lutté, parce que les critiques qu'on fait aujourd'hui aux féministes, on faisait les mêmes aux féministes de l'époque. Donc en fait, ça n'a aucun sens d'essayer de prôner un féminisme gentil qui attendait que les choses se passent pour favoriser les femmes en fait. Ça n'existe pas. Cette construction est fausse en fait. On n'a pas gagné des droits en ne faisant rien. C'est pas en attendant que les gens soient gentils que les droits se gagnent. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et en fait, maintenant, je voudrais parler du fait que la représentation en soi, ça ne suffit pas, et qu'il faut encore être bien représenté. C'est-à-dire que quand on parle de parité, souvent les gens se disent « Ah, on fait 50-50, il y a la parité, c'est bon. » Ça serait quelque chose d'automatique. Une fois qu'il y a 50% de femmes, c'est bon, la parité est atteinte. Sauf qu'en fait, être représenté numérairement ne veut pas dire qu'on est bien représenté. Par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé de la représentation des femmes dans les manuels scolaires. Donc, elles sont très peu représentées, mais en plus, quand on parle d'elles, en général, elles ne sont pas présentées comme des individus à part entière, mais elles sont toujours présentées en lien avec un homme. On va les présenter par rapport à leur mari, par rapport à leur amant, par rapport à leur maître en termes de peinture, de littérature, etc. Et ça, c'est pas une constatation que moi j'ai faite, ça vient d'un rapport du centre Hubertine-Auclair qui s'est intéressé à la représentation des femmes dans les manuels scolaires de seconde. Ce rapport s'intitule « Les manuels de français se conjuguent au masculin » et donc c'est dans ce rapport que j'ai lu que, effectivement, on a du mal à présenter les femmes en tant que personnes à part entière qui ont leurs propres compétences, qui ont réalisé leurs propres œuvres, et on ne peut pas s'empêcher de les rattacher à des hommes. Et de façon générale, moi je vous conseille totalement tout le site du centre Hubertine-Auclair que j'ai découvert en faisant mes recherches. Je trouve qu'il est vraiment fantastique. Il y a énormément de ressources sur énormément de sujets en rapport à la représentation des femmes. Donc là, c'est un exemple de déjà faible représentation, mais en plus mauvaise représentation. Donc la femme, c'est une muse, une amante, une femme au sens marital, mais c'est pas une personne qui existe et qui crée toute seule, apparemment. Voilà. Un autre exemple de représentation, mais mauvaise représentation, c'est par exemple sous le précédent quinquennat, on avait un ministère qui s'appelait, je cite, le ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes. Donc là, le problème saute aux yeux, c'est-à-dire qu'on lie immédiatement les femmes à la maternité. Donc là encore, c'est une mauvaise représentation parce que on fait l'effort de créer un ministère des femmes et on ne peut pas s'empêcher de le rattacher tout de suite aux stéréotypes
typiques qui concernent les femmes. Forcément, on est une femme, on est passionné par la maternité, donc on va les mettre ensemble dans un ministère et tout le monde sera content. Non, ça ne marche pas. Et sinon, un autre exemple encore de mauvaise représentation, c'est facile, c'est dans la publicité. J'ai pris un rapport du CSA qui nous dit que les femmes, évidemment, on le sait, sont hyper représentées dans la publicité. Le fait d'être une femme, apparemment, c'est un argument de marketing en soi. Et évidemment, quand elles sont surreprésentées, c'est toujours pour des produits d'entretien du corps, de l'habillement, les loisirs, tandis que quand on est sur des publicités dans le domaine de l'automobile, de la technologie, des banques, des jeux vidéo de façon générale, et bien là, c'est des hommes qui vont intervenir. Donc là, clairement, on est dans une mauvaise représentation, puisque, clairement, c'est une représentation qui continue à irriguer les stéréotypes. Les femmes aiment le parfum, le maquillage, on les fout dans les pubs pour les parfums, et les hommes adorent les voitures, donc c'est eux qui font les pubs pour les voitures. Et alors, maintenant que j'ai un peu développé mes chiffres, mes statistiques, je voudrais revenir sur un argument qui me tue à chaque fois qu'on parle de parité, c'est celui de la compétence. On nous dit qu'il ne faudrait pas mettre en place des mécanismes de discrimination positive, de parité, de quotas, etc. parce que ce qui compte au final, ce serait la compétence. Et donc, en nommant des femmes, parce qu'on est obligé de nommer des femmes, on irait contre la compétence et les gens éminemment compétents seraient exclus. Et là, je voudrais prendre un exemple que vous avez sûrement déjà entendu, qui s'est déjà produit. C'est un festival de BD où on se rend compte qu'il y a 0 ou une seule femme nominée sur un panel d'une trentaine d'hommes. Et on a des réactions évidemment offusquées, à juste titre, qui disent « Moi, je ne vais pas participer à ce festival, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de femmes nominées. On sait qu'il y a beaucoup de... Il existe des femmes qui font de la BD, et pourquoi est-ce qu'elles ne seraient pas nominées ?» Et alors là, on a l'argument ultime de la compétence qui apparaît, à savoir, non mais ce festival, cette manifestation, ce concours ne vise qu'à récompenser la compétence, et s'il n'y a pas de femmes, bah c'est pas grave, bah elles sont pas compétentes, bah tant pis. Moi j'appelle ça clairement l'hypocrisie de la compétence. En fait, en réalité, quand on dit ce qui compte c'est la compétence, et bien finalement, le seul objectif de cette idée, c'est d'éloigner encore plus les femmes des projecteurs. Pourquoi ? Parce que depuis des siècles, les hommes ont la faculté d'être représentés, puisqu'on ne se pose même pas la question. Ça fait des décennies, des siècles, que les hommes sont les candidats de base. Ça veut dire que ça fait des décennies aussi qu'ils peuvent acquérir une expérience, une compétence, qui peuvent devenir experts dans leur domaine. Dès que les femmes veulent aussi concourir, on leur demande d'être excellentes, d'être au même niveau que les hommes, d'avoir la même expérience, la même compétence, la même expertise. Mais en fait, c'est absolument impossible puisque elles n'ont pas eu accès aux mêmes opportunités que les hommes ont eues depuis des décennies. Donc en fait, de fait, quand on leur demande « Ah mais de toute façon vous devez être les meilleurs, vous devez avoir la compétence », on les exclut puisque elles n'ont pas eu accès à tout ce que les hommes ont pu avoir avant. Donc c'est pour ça que cet argument est hautement hypocrite en fait. Comment on peut demander à des femmes, exclues de la société depuis toujours, de soudain, en 20 ans, être les meilleurs, exceller et pouvoir dépasser les hommes sans être mis en avant, sans être représenté ailleurs. Et ce qui est aussi lié à ça, c'est qu'on exige d'une femme qui est candidate, qui concourt à une compétition, d'être excellente donc pour être légitime. Alors que, bien évidemment, on n'exige pas la même expertise des hommes pour être légitimes. Eux, ce sont les candidats naturels, de base, par défaut. Ce qui est aussi lié à ça, c'est que par exemple, quand on a une tablée d'hommes qui discutent de l'IVG, de l'avortement, je sais pas, de la PMA, mais je sais pas, c'est à se taper la tête contre les murs. Là, personne ne se dit, sont-ils légitimes, sont-ils experts, ont-ils la connaissance, sont-ils compétents? On se pose même pas la question, c'est normal, on a besoin d'experts sur un sujet qui les concerne même pas. Bah c'est bon, c'est impec, allez-y les gars, pas de problème. Moi ce que je voudrais dire, c'est que oui, la compétence, c'est extrêmement important.
mais il faut la comprendre de la bonne manière. C'est-à-dire que la parité favorise hautement la compétence, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un poste donné, on aura 2 fois plus de candidats. Au lieu d'avoir 10 hommes qui se battent pour obtenir un poste, une médaille, machin, on aura 10 hommes et 10 femmes. Donc ça veut dire 2 fois plus de candidats potentiels, 2 fois plus de profils de personnes aux expériences différentes, 2 fois plus de candidats, donc encore plus de concurrence. Et donc si on est encore plus nombreux à postuler, eh ben dis donc, il faut être vachement compétent pour arriver à gagner. Ça favorise la compétence et ça révèle des talents en fait. Par exemple, si on prend les derniers quinquennats, on a vu qu'il y avait un effort pour faire 50-50 en matière de ministère. Donc, 50% des ministres sont des femmes. Et ce que je me suis dit, c'est qu'on ne peut pas honnêtement dire que sans cet effort, sans cette volonté affirmée d'avoir une parité, on aurait eu la même proportion, on n'aurait pas eu les mêmes personnes, on n'aurait pas eu les mêmes ministres, forcément. Même si c'est pas forcément conscient de la part du Premier ministre, eh ben, s'il n'a pas cette obligation, s'il n'a pas cette contrainte, il ne pensera pas, en fait, tout simplement, à aller chercher des femmes extrêmement compétentes dans leur domaine pour être ministre, pour gérer un ministère. Et ça paraît évident, en fait. Si on n'a pas la contrainte de la parité, c'est sûr qu'elle ne va pas se faire naturellement par miracle. Forcément, on pensera tout de suite « Ah, cet homme-là, qui travaille dans tel domaine, il devrait être ministre, ah tel homme machin. » Alors que si on a la parité, si on s'efforce de dire je veux 50%, eh ben on va les trouver ces femmes. Et ça ne veut pas dire qu'on les prend par défaut. Ça veut dire qu'on s'est mis la contrainte de dire cette fois-ci, au lieu d'être toujours dans mon état d'esprit je choisis un homme, eh ben je vais faire l'effort de chercher au-delà. Ça ne veut pas dire que c'est de la triche. Ça veut dire qu'on fait l'effort de redonner la place qu'elles méritent aux femmes. Ça veut dire qu'on rattrape tous ces siècles de mise à l'écart des femmes, de mise à l'ombre, et on leur dit, eh bien, on a envie que vous participiez aussi. Donc on met en place des mécanismes contraignants. Et donc pourquoi est-ce que la représentation c'est important? Il y a plusieurs raisons. Bien, la première raison pour moi, c'est parce que en ayant plus de femmes représentées, eh bien, évidemment, on aura une pluralité de points de vue qui seront représentés. Quand on a toujours le même profil, toujours les mêmes personnes qui sont au pouvoir, qui gagnent des trophées, qui gagnent des médailles, qui écrivent sur un sujet, qui peignent, qui font la musique, etc., finalement, il y a un risque que ce soit toujours le même point de vue qui soit relayé et qu'on oublie complètement toutes les autres manières de voir le monde. Et évidemment, quand on est une femme et quand on subit ce qu'on subit aujourd'hui en France, évidemment que notre point de vue sur la société est différent de celui d'un homme. C'est obligatoire, c'est pas... Ça, ce que je dis, la différence de point de vue, c'est pas quelque chose qui est essentialiste, c'est pas c'est une femme donc elle pense autrement, pas du tout. C'est plutôt c'est une femme dans une société misogyne, donc forcément elle va penser et visualiser les choses différemment de celle d'un homme qui ne subit pas la misogynie. Ça, c'est sûr. Donc clairement, en étant représenté, on va aborder des sujets à une échelle beaucoup plus importante qui ne seraient pas du tout abordés par des hommes. Parce que si on prend un homme politique, la violence faite aux femmes, s'il n'a pas été sensibilisé personnellement, il ne mettra même pas ça en avant, il n'y pensera pas. Il continuera à alimenter des stéréotypes, puisqu'il n'est pas du tout concerné. Tandis que si on a de plus en plus de femmes qui sont politiques, mais ces propos misogynes, elles ne les laisseront pas passer. Et elles seront sensibles à tous les aspects du féminisme. Elles seront sensibles aux violences faites aux femmes. Et donc ce seront des sujets qui seront beaucoup plus abordés que si on se contente d'être représentés par des hommes qui, de base, ne vont pas y penser, tout simplement. Parce que ça les concerne pas, que c'est pas vendeur, que eux-mêmes ils ont des choses à se reprocher. Bref. Donc déjà, la représentation, ça apporte une pluralité de points de vue. Là, que ce soit une représentation des femmes ou des minorités, c'est la même vertu, finalement. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle je pense que la représentation c'est important, c'est un rapport avec l'histoire. C'est-à-dire que si l'histoire d'une personne
n'est jamais mise en avant, n'est jamais mise en lumière, que ces œuvres ne sont pas partagées, ne sont pas relayées, eh bien forcément, c'est normal, on pensera que cette personne n'a rien fait, que dans ce domaine, les femmes n'ont pas agi. Et donc, ce qui paraît évident, c'est que si on ne met pas en avant, qu'on fait comme si ces femmes-là n'existaient pas, et bien forcément, on ne saura jamais qu'elles ont existé, et que oui, dans tous les domaines, il y avait des femmes qui, malgré tout, malgré le fait qu'elles étaient marginalisées, qu'elles n'avaient pas accès aux mêmes opportunités, qu'elles étaient moquées, critiquées, oui, il y avait des femmes qui œuvraient bien dans tous les domaines. Et donc, là, il y a une importance de la représentation, qu'elle soit aussi bien historique que contemporaine. On a besoin que les femmes soient remises en avant, remises à leur juste place, dans la lumière, aussi bien les femmes du passé qu'aujourd'hui. Parce que sinon, une fille qui, aujourd'hui, voudrait exercer un métier d'homme parce que dominé par les hommes, se dirait « je ne peux pas y arriver, puisque je suis une femme, donc ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de femme avant moi qui l'a fait, ça veut dire que c'est impossible. » C'est évident qu'il y a cet obstacle-là, conscient ou inconscient. Et en fait, c'est un obstacle perpétué par le manque de représentation. Puisque tant qu'on n'aura pas de femmes représentées partout, eh ben, il y aura moins de femmes qui oseront être politiques. En plus, quand on sait le climat hostile auquel elles devront faire face, on connaît toutes les histoires de harcèlement, que ce soit à la télévision, à la radio, dans les partis politiques, dans les mouvements de jeunes, remplissez la suite. Donc déjà, ça dissuade de base, parce qu'on entretient ce climat hostile pour faire en sorte que non seulement les femmes soient exclues, et quand elles essaient de s'inclure, eh ben, on les traite de façon indigne et inhumaine. Donc c'est pour ça que forcément, on doit œuvrer pour qu'il n'y ait plus ce climat hostile, et pour que les femmes se sentent en sécurité dans tous les domaines. Tant qu'on n'agira pas pour la représentation partout, eh ben, on sera dans une société inégalitaire. Tant qu'on verra la femme qui réussit comme une humiliation pour un homme, on ne sera pas dans une société égalitaire. Voilà, j'espère que vous avez trouvé ce moment enrichissant. J'aimerais faire une vidéo à part, comme je l'ai dit, sur la représentation des femmes dans le langage, parce qu'au début je voulais l'inclure et je me suis rendu compte que c'était un sujet très vaste, donc il faudrait plutôt le traiter à part. Donc j'aimerais bien un peu faire pareil, un état des lieux et un peu expliquer pourquoi c'est absurde. Et surtout, informez-vous, lisez les sources que je mets en barre d'infos, lisez vos propres ressources, faites-vous votre propre avis, et puis pourquoi pas le donner dans les commentaires en restant tout à fait respectueux, parce que c'est important. Voilà, si le débat n'est pas fait avec du respect, finalement le débat ne sert à rien. Donc, salut à tous et à toutes, à la prochaine, portez-vous bien.